Réparer l'irréparable, un podcast qui explore les défis de la justice et de la mémoire après les crimes de masse. Pour ce tout premier épisode, nous nous rendons au Rwanda. Après le génocide de 1994, le pays a mis en place les tribunaux Gacaca, une justice communautaire inspirée des traditions locales. Pour en parler, nous avons deux invités, Dr Sophie Dupont, historienne spécialisée dans les génocides, et Éric Barrault, avocat et consultant en justice traditionnelle. Merci d'être avec nous. Les colonisateurs ont mené des expériences non scientifiques sur la population, déterminant deux ethnicités différentes, les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis seraient les descendants d'une aristocratie égyptienne, et donc durant la période de colonisation des Tutsis, ont eu plus d'avantages que les Hutus. En 1962, c'est l'indépendance du Rwanda, et les Tutsis récupèrent le pouvoir. Et c'est le début du massacre des Tutsis qui sont considérés comme des cancrelats. Le 7 avril 1994, jusqu'à juin, donc en seulement 100 jours, le Rwanda a vécu l'un des génocides les plus meurtriers du XXIe siècle. Environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis, ont été massacrées. L'ampleur des crimes était telle que le système judiciaire classique était débordé. Pour juger les responsables, tout en favorisant la réconciliation, le Rwanda a choisi une voie inédite. Ressusciter une forme ancestrale de justice participative, les tribunaux Gacaca. Ces tribunaux ont permis aux citoyens de devenir acteurs du processus judiciaire en étant à la fois juges et témoins. Sophie, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les tribunaux Gacaca étaient si différents des systèmes judiciaires classiques ? Les Gacaca étaient uniques parce qu'ils reposaient sur la participation communautaire. Les citoyens devenaient à la fois juges et témoins, ce qui permettait d'établir la vérité sur ce qui s'était passé pendant le génocide. Contrairement aux tribunaux ordinaires, souvent éloignés des réalités locales, les Gacaca se tenaient au sein des villages, impliquant directement les communautés dans le processus judiciaire. Cette proximité favorisait une compréhension plus profonde des événements et une implication active des témoins. Par ailleurs, cette approche visait aussi à construire le lien entre les deux ethnicités en encourageant les aveux et les demandes de pardon, ce qui était essentiel dans un pays où les bourreaux et les victimes continuaient de vivre côté à côté. Les tribunaux Gacaca a donc utilisé une justice intégrale, c'est-à-dire un processus judiciaire qui s'exerce sur plusieurs niveaux. Cela permet de juger les criminels et complices. Éric, en tant qu'avocat, quelles étaient selon vous les forces et les faiblesses de ce système ? Le principal avantage des tribunaux Gacaca était leur rapidité et leur capacité à traiter un volume énorme de dossiers. On compte plus de 2 millions de personnes jugées, dont 65% ont été condamnées de 2005 à 2012. Cette efficacité était cruciale dans un contexte où le système judiciaire classique aurait mis des décennies pour juger tous les accusés tels que le système judiciaire des tribunaux nationaux et du TPIR. De plus, les Gacaca ont permis une certaine forme de réconciliation communautaire en favorisant le dialogue entre les victimes et les coupables. Cependant, cette rapidité avait un coût. Les juges, souvent élus au sein des villages, n'étaient pas des professionnels du droit. Ils manquaient de formation juridique, ce qui a parfois conduit à des erreurs judiciaires ou des injustices. Par exemple, certaines condamnations étaient basées sur des témoignages biaisés ou des vérités personnelles. Une autre faiblesse majeure était la pression sociale. Dans des communautés où tout le monde se connaît, il est difficile pour certains témoins de parler librement par crainte de représailles ou de stigmatisation. Cela a pu entraîner des verdicts influencés par des dynamiques locales que par une stricte impartialité. Malgré cela, les Gacaca ont montré qu'une justice axée sur la participation citoyenne pouvait être une solution pragmatique face à l'immensité des défis posés par le génocide. Un autre point faible à souligner est les condamnations faites par les Gacaca engendrent seulement des peines et qui sont faibles et courtes pour les criminels. Les tribunaux Gacaca ont été un outil puissant de justice restaurative. Ils ont permis au Rwanda de panser ses plaies tout en surmontant les limites d'un système judiciaire classique. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience pour d'autres contextes de justice post-conflit ? Sophie ? La grande leçon des Gacaca
et qu'une justice enracinée dans les traditions locales peut offrir des solutions efficaces. Ce modèle montre que l'inclusion des communautés et l'adaptation à leur contexte culturel peuvent accélérer le processus de réconciliation. Cependant, il faut aussi souligner l'importance d'une supervision externe. Si les gachachas avaient bénéficié d'un appui plus fort de la part d'experts juridiques ou d'institutions internationales, certaines dérives auraient pu être évitées. Par ailleurs, cela illustre également la nécessité d'un équilibre entre rapidité et justice équitable. Et vous, Eric, que reste-t-il à faire pour solidifier ces acquis au Rwanda ? L'éducation joue un rôle central. Nous devons garantir que les jeunes générations connaissent l'histoire du génocide et les leçons tirées et l'importance des gachachas. Cela passe par un effort de documentation et d'enseignement à tous les niveaux, mais aussi par la création d'espaces de dialogue intergénérationnel pour que les survivants partagent leurs récits. En parallèle, il est essentiel de continuer à accompagner les survivants, notamment sur le plan psychologique et économique, pour leur permettre de se reconstruire pleinement. Enfin, la mémoire collective doit être préservée, créer des archives accessibles, soutenir les musées et organiser des commémorations régulières sont des moyens de ne jamais oublier. Merci à vous deux pour ces éclairages profonds et enrichissants. C'était tout pour ce premier épisode de Réparer l'irréparable. Nous espérons que cette exploration des tribunaux gachacha vous a inspiré. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode sur les mécanismes de justice post-conflit dans le monde.